Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. On va parler d'une équipe asiatique, d'une équipe qui est en deuxième division. C'est l'équipe Israël. Première Tech, nouvelle saison pour cette formation. On va parler de la saison 2023. On va voir les transferts, pas mal de transferts dans cette équipe. Et puis on parlera des coureurs à suivre, et il y en a plusieurs dans cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel coureur vous allez suivre en 2024, quel coureur vous a déçu, vous avez apprécié en 2023. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment du biathlon. Et demain, alors je sais pas si on fera le débrief en direct, parce que le Down Under, c'est vraiment pendant la nuit, mais on parlera un petit peu des étapes du Down Under sur TikTok et surtout sur YouTube. À partir de demain, on fera même une présentation du Down Under qui va arriver dans la journée. Je ne sais pas encore à quelle heure. Avant le Dakar et l'Arkea Ultimate Challenge. Et puis, n'hésitez pas également, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. C'est la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Puis si vous mettez un petit pouce bleu, ça permet d'améliorer la visibilité de la chaîne également. On commence tout de suite avec Israël. Équipe qui est quand même là depuis quelques années en première... dans le cyclisme, qui a commencé en 2015. Le vrai nom Israël est apparu en 2017. Et puis, équipe qui est arrivée en World Tour et puis qui est redescendue en deuxième division. C'était la première année de cette équipe en deuxième division, ce qui n'est pas toujours évident. Bien entendu, pour 2024, on ne peut pas nier le contexte en ce moment autour de cette équipe et on peut avoir des inquiétudes au niveau de la sécurité des coureurs de cette formation. Oui, parce qu'avec le conflit israélo-palestinien, forcément, en étant porte-étendard d'Israël, ils vont avoir des problèmes dans certains endroits, dans certains lieux. Je pensais notamment en Grande-Bretagne. Je ne sais pas s'ils ont prévu de faire le tour de Grande-Bretagne, mais ça ne va pas être évident pour eux, très clairement. Mais ouais, c'est une situation qui n'est pas due aux coureurs, bien entendu, mais qui va forcément avoir une influence. Ça peut avoir une influence également sur le long terme, parce que je rappelle qu'en ce moment, Israël est dans une situation de guerre, sauf que quand Israël est dans une situation de guerre, l'économie quasiment s'arrête, car tous les réservistes sont appelés, sauf que vous êtes réserviste quasiment dès que vous êtes majeur, que vous avez 18 ans jusqu'à 45 balais, vous êtes réserviste. Ce qui fait qu'en ce moment, l'économie israélienne tourne vraiment au ralenti et on peut avoir des doutes sur la possibilité dans les années à venir d'avoir encore un gros budget de la part du premier sponsor. Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'économiquement, Israël, c'est au ralenti. Donc on va voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. Mais ça va pas être évident. Et puis, oui, forcément, le contexte sécuritaire, je pense qu'il va falloir mettre un peu plus de sécurité autour de cette équipe, notamment sur le prochain Tour de France, car cette équipe est invitée d'office sur le prochain Tour de France. Donc c'est vrai que la situation n'est pas forcément facile pour les coureurs de cette équipe Israël, qui ne sont peut-être pas forcément en accord également avec ce que fait le pays, mais bon, il fallait y penser aussi avant de signer dans cette équipe. Tu sais très bien que quand tu es, comme dans le cas de Bahreïn, dans le cas du AE, dans le cas d'Astana aussi, tu es un peu porte-étendard d'un pays, et donc forcément, si le pays rentre en guerre comme ceux qui étaient avec Gazprom, et encore Gazprom c'était une entreprise, mais tu sais très bien que la situation peut se complexifier pour toi. Bon, on va revenir sur la saison 2023 de Israël, parce que la saison 2023 d'Israël, c'est correct, mais sans plus, je dirais, pour cette formation. Le problème de cette équipe, c'est d'avoir énormément de coureurs qui sont un peu là au camp de vacances ou à la retraite, et d'avoir des jeunes coureurs certes, mais en fait des coureurs qui ont entre 25 et 30 ans, ils n'en ont pas tant que ça, j'ai l'impression. Et surtout, ils ont beaucoup de coureurs âgés. Fuglsang, Froome, Woods,
Par exemple, l'année dernière, Ben Hermans aussi, Reto Lenstein, putain, ils enquillaient les coureurs qui avaient 37-38 ans, et ensuite, tu as beaucoup de coureurs qui ont moins de 25 ans, mais entre les deux, c'est pas si énorme que ça. Les coureurs qui ont des situations un petit peu intermédiaires. Donc il y a eu une victoire sur l'Arctic Rest of Norway, sur le Trobro-Léon avec Giacomo Nizzolo aussi. Troisième place sur Gand pour Seb Van Marke. J'avais complètement oublié qu'il avait pris sa retraite, Van Marke. Quand j'ai fait les retraités, j'ai enregistré la vidéo, j'ai mise en ligne. Puis 2-3 jours après, je me suis dit, putain, Van Marke, c'est vrai que Van Marke a pris sa retraite, merde. Je n'ai pas mis Van Marke. Mais vraiment, Van Marke, c'est un coureur qui est assez atypique puisqu'il ne m'a jamais marqué. Mais vraiment, hein. Il y a des coureurs comme ça, comme Kelderman. Je ne sais pas pourquoi, Van Marke, parce que pourtant il a eu des résultats, mais ça a voilà, toujours été assez indifférent à ce que faisait Seb Van Marke. On a eu également du Michael Woods, 4ème de la Flèche Wallonne, vainqueur d'une étape sur le Tour de France. Mais Vuelta pas exceptionnel. Giro et le Tour de France, ils ont été énormément à l'attaque sur le Giro, notamment avec Marco Frigo, Derek Guy. Sur le Tour de France, on les a vus aussi pas mal sur cette course. C'est vrai que sur le Tour d'Espagne, un peu moins. Mais c'est correct, mais c'est pas si exceptionnel que ça, quoi. Tu vois, même en termes de points UCI, ils sont 16e au classement UCI. Je regardais, ils ont 10 000 points, je crois, au classement UCI. 10 457. Si on prend jusqu'à Recitello, et avec des coureurs qui n'ont pas marqué beaucoup de points. Je pense que Chris Froome est en dehors du top 20, même Guillaume Boivin, parce qu'en fait le 20e c'est Recitello dans cette formation au niveau des points UCI, donc ouais, il va falloir faire un peu mieux quand même en 2024, parce que la qualif n'est pas assurée. Alors c'est bon, voilà, ils sont encore une fois à une place intéressante, mais il va pas falloir se planter dans les semaines à venir, et ça serait bien aussi d'un peu mieux démarrer l'année, parce qu'ils ont commencé leur première victoire, c'était au Trobro-Léon, donc c'était pas voilà, c'était assez tard quand même dans l'année, et c'est pas la première fois qu'ils se retrouvent dans une situation comme ça, à démarrer assez tardivement l'année en termes de résultats. Donc ça serait bien de faire un peu mieux. Mais voilà, ouais, on attend un peu plus de cette formation en 2024. On poursuit avec les victoires de l'année 2023 pour cette formation. Il y a 5 victoires pour des coureurs qui n'ont pas eu, je vais me rapprocher un petit peu, il faut savoir que j'ai une chaise roulante désormais, et les roues ont tendance à se barrer très facilement vu qu'elle est neuve. On a 5 victoires pour des coureurs qui n'avaient pas le maillot de la formation lors de leurs résultats. C'est le cas d'Itanar Einom qui a remporté 2 courses en Pologne. La Visegrad for Bicycle Race Grand Prix Pologne et le Mémorial Andrzeja Trochaniowskiego. Je pense que j'ai bien écorché le nom. Et il y a eu également Sébastien Berwick avec le Tour d'Alsace et l'étape numéro 3. Et puis Mathieu Recitello qui avait remporté l'étape numéro 7A du contre-la-montre du Tour de l'Avenir. Sur le Trobro-Léon, on a eu donc la victoire de Nizzolo, mais il a fallu attendre mai pour avoir la première victoire de la saison. Ensuite, Michael Woods remportait la 3e étape et le général de la route d'Occitanie. Derek Guy, les championnats du contre-la-montre du Canada. Einorm remportait le championnat d'Israël en course en ligne. Michael Woods remportait l'étape numéro 9 du Tour de France. République tchèque, l'étape 1 pour Itanar Einorm. Stefan Williams remportait la 3e étape et le général de l'Arctic Race of Norway. L'étape 1 du Tour du Luxembourg pour Corbin Strong. Berwick, l'étape 2 du Tour de Henan. Et Paris-Tour pour Riley Sheehan. On s'aperçoit qu'il y a une seule victoire en World Tour cette année. Et même des Pro Series, c'est pas si énorme que ça en termes de résultats. C'est une année correcte encore une fois, mais on aurait pu s'attendre un peu mieux, quoi, vu les coureurs engagés. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de turnover dans cet effectif en 2024. Victoire par saison. On est à 12 victoires, ce qui fait qu'il faut remonter à 2020 pour avoir moins de victoires. C'était seulement 10. On est très loin de 2019.
avec 29 victoires, 17 victoires en 2021, 15 en 2022. Voilà, pour se rappeler au niveau des résultats de cette formation. Du côté des transferts, pas mal de changements, comme on le disait, une dizaine de départs et une dizaine d'arrivées. Parmi les coureurs qui partent, on a Seb Van Marke et Darrell Impey qui prennent leur retraite. Encore pas mal de coureurs qui n'ont pas trouvé de point de chute. Domenico Pozzovivo. On a également Reto Hollenstein, Omer Goldstein, Jan Renders et Ty Jones. Ça fait beaucoup et c'est assez rare en World Tour. Sébastien Berwick rejoint la Cara Rural, Ben Herman Scofidis et Giacomo Nizzolo Q36.5. C'est assez rare aussi d'avoir une équipe World Tour qui n'a qu'un seul coureur qui reste en World Tour sur tous les coureurs qui partent. Ça montre aussi peut-être un effectif qui n'était pas au niveau, enfin une équipe de deuxième division, pardon, j'ai dit équipe World Tour, équipe de deuxième division, mais c'est vrai que tu t'aperçois qu'au niveau collectif, aujourd'hui ils n'ont pas le niveau, je pense, World Tour. Ils sont bien en deuxième division. Il y a des équipes où on pourrait se dire, Lotto par exemple en première division, ça fait pas tâche. Israël, pour le moment, en termes de résultats, c'est pas suffisant, je pense. Il va falloir progresser dans ce domaine-là. Du côté des coureurs qui arrivent, on a Georges Bennett et Pascal Ackermann qui étaient chez UAE. Hugo Hofstetter était à Arkea, pardon. Jack Stewart était chez Groupama. Schwartzmann était chez Lotto. Ethan Vermon qui était chez Soudal Quickstep. Grosse recrue. Riley Sheehan, le fameux coureur qui était stagiaire, qui était dans les Denver Disruptors, donc, dans cette compétition aux États-Unis. Et puis on a 3 coureurs qui étaient dans Israel Premier Tech Academy, Oded Kogut, Nadav Reisberg et Riley Pickrell, le Canadien. Ce qui fait qu'en 2024, l'effectif est composé de 30 coureurs, donc c'est très imposant en deuxième division. Le plus jeune coureur, c'est Richie Tello, il a 21 ans et 316 jours. Le plus âgé, c'est Jacob Fuglsang avec 38 ans et 299 jours. 11 coureurs ont 30 ans ou plus. C'est le cas de Rick Zabel, Dylan Tuns. Vous avez également Michael Schwartzmann, Hugo Hull, Tom Van Asbroek, Georges Bennett, Guillaume Boivin. Et puis, dans ces coureurs-là, 4 ont plus de 35 ans, ce qui est assez rare. Michael Wood, Simon Clark, Chris Froome, Jacob Fuglsang, on pourrait presque dire les papis du World Tour. Parmi les coureurs qui ont moins de 25 ans, ils sont une dizaine. On a Jack Stewart, Marco Frigo, Corbin Strong, Riley Sheehan, Mason Holliman, Ethan Vermon, Oded Kogut, Nadav Reisberg, Riley Pickrell et Matthew Ricciutello. L'effectif 2023, 2024, pardon, il est intéressant parce que on a un peu rajeuni quand même l'effectif, même s'il y a encore mon cas de papy dans cette équipe. Après, par exemple, Michael Woods, il a encore des résultats. Simon Clark, on l'a vu en échappée. C'est avec Fuglsang et Froome, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a l'arrivée d'Ackermann du côté des sprints qui remplace Nizzolo. Donc là, on voit que le départ est bien compensé. L'arrivée d'Ethan Vermon, moi je trouve que c'est également une bonne idée parce que c'est un coureur que je trouve très intéressant et il n'a que 23 ans. Et puis on garde quand même des coureurs qui sont bien. Je pense à Derek Guy, je pense à Marco Frigo, je pense également à Chris Neylands. Donc ça, ce sont des coureurs intéressants. Après il y a des coureurs qu'on attend de voir un petit peu plus performants. Je pense Dylan Tuns par exemple, Nick Schulz qui a été quand même assez discret en 2023. Et puis vous avez les petits jeunes, Riley Sheehan et Richie Tello et même Marco Frigo qu'on attend de voir ce que ça va donner l'année prochaine pour ces coureurs-là. Donc c'est une équipe qui est très intéressante, je trouve, même si encore une fois dans le collectif, vous avez des coureurs qui, pour moi, ont peu d'intérêt. Je pense à Isabelle, même à un Guy Sagiv. Bon, c'est pas des coureurs qui me passionnent énormément, mais il y a des coureurs qui arrivent et qui sont, je trouve, on rajeunit l'effectif et c'était vraiment important. Parce que, encore une fois, beaucoup de coureurs qui avaient 37 ans ou plus, voire 40 pour Pozzovivo l'année prochaine. L'année dernière, pardon. Je vais arriver à faire une phrase en français. On dirait le ministre des Affaires étrangères, dis donc. Ethan Vermon avec Israël, première tech. Pour moi, c'est un bon recrutement parce que chez Quickstep, il a eu des résultats, notamment l'année dernière, vainqueur du Trofeo Palma de Majorque, une étape du Tour de Catalogne, c'était en 2022, Tour de Romandie, une étape, et Tour d'Allemagne, une étape cette année.
Donc c'est un coureur qui a 8 victoires chez les professionnels en 2 ans, qui est aussi un coureur qui évolue en termes de résultats. Moi j'ai bien aimé sa saison 2023, même si au final je l'ai assez peu vu, parce qu'il a fait quand même beaucoup d'épreuves que je n'ai pas suivies, mais je trouve qu'il y avait quand même une évolution de carrière qui était très intéressante. Son Tour de Grande-Bretagne il est pas mal, il y a pas mal de deuxième place derrière quand même Olaf Koy, qui était très bien emmené sur le Tour d'Allemagne, donc il gagne le prologue, donc ça montre qu'il a aussi des qualités dans ce domaine-là. Euh, Moi, je pense que le seul souci aujourd'hui d'Ethan Vermeulen, c'est qu'il doit encore prendre de la caisse. Sur les grosses courses, c'est encore un coureur qui n'est pas suffisamment fort pour aller se battre avec les meilleurs. On voit aujourd'hui ses résultats. Certes, il a pas mal de victoires, mais je dirais sur des courses où le sprint n'est pas forcément la priorité. Où vous emmenez pas votre Tour de Romandie, vous emmenez pas votre meilleur sprinter, par exemple. Le Tour d'Allemagne, c'est particulier. Le Tour d'Allemagne, parce qu'on est en deuxième partie de saison. Aujourd'hui, le Tour d'Allemagne, c'est pas la course numéro 1 du calendrier. Il faut très clairement le dire. Donc, et puis j'avais été assez surpris du côté de Quick-Step qu'on le mette autour de Rwanda avec la réserve. Ça, j'avais trouvé ça assez surprenant l'année dernière. Ça lui a peut-être pas plu et c'est peut-être pour ça qu'il est parti. Ça fait partie des coureurs que Patrick Lefebvre n'a pas réussi à conserver. Alors, est-ce que c'est dû à la fusion d'équipes ou est-ce que c'est dû au Tour de Rwanda, par exemple, au fait est que il a toujours pas fait de grand tour après 2 saisons chez les professionnels, alors que il a quand même eu des résultats sur des courses intéressantes. C'est tout ça peut-être qui a fait que le Britannique a rejoint Israël en se disant déjà je vais avoir un statut de leader dans cette formation et en plus possiblement participation à des grands tours parce que le Tour de France ou le Tour d'Italie peuvent lui convenir, voire même pourquoi pas une Vuelta, parce que c'est un coureur qui passe très bien les bosses et qui connaît bien les routes espagnoles, donc il a obtenu quand même des bons résultats sur les routes espagnoles. Donc c'est un coureur qui va être intéressant à suivre en 2024 pour voir déjà comment il s'intègre à l'effectif Israël Première Tech et puis voir une évolution encore dans ses résultats. Moi c'est quelque chose que j'ai bien envie de voir l'année prochaine. Je continue avec Riley Sheehan, l'américain de 23 ans, Riley Sheehan, qu'on a vu très intéressant en fin de saison. Paris Tour notamment, deuxième de la Japan Cup Critérium, sixième de la Japan Cup Cycle Road Race, neuvième également de la Marineland Cycling Classic. Il a été également septième du championnat américain des Critériums. Vainqueur de la Walmart Joe Martin Stage Race, quatrième de la Redland Bicycle Classic en des courses nationales, neuvième de la Miami Beach Invitational, et puis quatrième de la Tucson Bicycle Classic Stage Race. Donc des courses américaines qui sont encore... qui sont des courses nationales, donc pas forcément d'un grand niveau. C'est un coureur qui est passé chez Sojason Espoir en 2020-2021, qui a été stagiaire Sarah Cycling, mais qui n'avait pas été recruté, qui l'année dernière était dans l'équipe Première Tech U23 Cycling Project, donc qui est aussi une des équipes réserves, même si c'est un peu moins l'équipe réserve que l'autre formation dont on a parlé, où il y a Pickrell notamment qui est sorti. Passage également au Denver Disruptors en 2023, parce que Première Tech c'était en 2022, il n'avait pas été conservé de manière assez surprenante, et puis là il arrive chez les pros en cours de saison, au mois d'août, et puis il remporte Paris Tour. Certes un Paris Tour atypique avec un peloton qui se fait piéger, mais une course qui est quand même difficile avec les secteurs gravel. Pour une première victoire chez les pros, c'est quand même très impressionnant. Puis moi, j'attends de voir vraiment ce que ça va donner. Riley Sheehan, est-ce que c'est juste un coureur qui va faire un coup, un jour, et puis qui n'arrivera pas à poursuivre les résultats dans sa carrière, et ça sera le mec d'une seule journée incroyable sur Paris Tour? Est-ce que c'est un mec qui va réussir à enquiller les résultats tout au long de la saison? Ça, pour le moment, je n'ai pas la réponse. Et comme ça m'intrigue, c'est pour ça que je vais le suivre. En 2023, je voulais voir avec qui il était passé chez Sojason en 2020, par exemple. Riley Sheehan, je ne sais pas si j'ai toute l'équipe. Est-ce qu'il y a des coureurs très... oui, il y a Jason Tesson, par exemple,
dans cette équipe. Il y avait Maël Guégan, Jean-Louis Leny également dans cette formation, Florian Dauphin aussi. Donc ouais, il y a quelques coureurs qui sont maintenant chez les professionnels qui étaient passés dans cette formation où Florian Dauphin avait fait 3e de Paris-Tours Espoir et Jason Tesson 4e, et c'est aujourd'hui des coureurs. Jason Tesson qui est aujourd'hui chez Total Energy et on va voir s'il fera des bons résultats en 2024. Jason Tesson, on en parlera de Total Energy, vous inquiétez pas, ça sera un peu plus tard dans la semaine, voire peut-être la semaine prochaine. On continue avec Chris Froome. Pourquoi je mets Chris Froome? Parce qu'il a encore 2 années de contrat avec Israël. Ça déjà, c'est encore pire que Bernal, c'est la pire idée de l'histoire. J'en avais fait une vidéo en 2020, quand ils avaient fait l'annonce de son recrutement en plein confinement. On était en plein confinement à ce moment-là. J'avais dit, c'est pas l'idée du siècle pour moi de recruter Chris Froome, parce que j'avais dit, on ne sait pas comment il va revenir. On voit qu'il a eu des difficultés. Moi, je trouve qu'autour de Chris Froome, tu sens que chez Israël, ils en ont marre, mais tu vois également que c'est juste une erreur de management de leur part. Et moi, ça me ferait marrer que Froome gagne une étape de grand tour cette année, ou une grande étape cette année sur une grande course par étape, en me disant, il va faire fermer un petit peu sa bouche à Sylvain Adam, parce que Sylvain Adam lui reproche le contrat qu'il a signé, mais il n'avait qu'à pas signer un contrat aussi juteux pour Chris Froome. Enfin, c'est une erreur de sa part. Et puis bon, l'avantage c'est que Chris Froome, même quand il est à l'arrière du peloton, ça fait quand même parler aussi de sa formation. Mais c'est une erreur de sa part d'avoir fait signer un contrat aussi important à un mec dont on n'était pas sûr qu'il retrouve le haut niveau, qu'il retrouve le chemin des résultats. Et tout simplement, ce qui s'est passé avec Chris Froome, c'est qu'aujourd'hui, physiquement, il est en dessous. Voilà. Alors, il a changé sa position sur son vélo. On verra si les résultats vont changer. C'est vrai que sa position sur le vélo depuis son accident. Alors déjà avant, c'était pas un grand spécialiste. On va dire, il avait beaucoup de mal à être. C'était pas le plus grand styliste du peloton. C'était pas Philippe Ogana, Chris Froome. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je trouvais qu'il y avait déjà une position au niveau des épaules qui était assez particulière. On sentait qu'il y avait vraiment une épaule qui était presque plus basse que l'autre. On avait l'impression qu'il était vraiment tordu sur le vélo, qu'il n'avait pas une bonne position du tout sur le vélo. Donc est-ce qu'il a réussi à retrouver des positions? Lui, il dit qu'il a repris son ancienne position de la Sky. Alors est-ce qu'avant, il avait tellement de douleur suite à sa chute qu'il ne pouvait pas prendre cette position-là? Ou est-ce que c'est vraiment un manque de professionnalisme de sa part d'avoir changé sa position, alors qu'on sait que les cyclistes, normalement, sont très attachés à leur position sur le vélo, et des fois c'est pour ça qu'il y a des coureurs qui ne changent pas de marque de vélo, qui ne veulent pas aller dans certaines équipes par peur de ne pas réussir à s'adapter au vélo. Donc, je serais surpris que chez Israël on les laissait faire avec une position qui n'était pas adéquate, mais bon, avec le cyclisme moderne, des fois on a des grandes surprises. Mais moi, juste voir Chris Froome gagner une course, ça serait bien, et puis ça serait la rédemption d'un coureur qui a galéré là depuis quelques années à retrouver son haut niveau. Mais l'année dernière, seulement 39 jours de course dans l'année, aucun grand tour. Il a fait donc le Tour de Nander, Cadel Evans, une course nationale à Melbourne, ensuite donc il fait le Tour du Rwanda. Il n'a pas couru pendant 2 mois avant le Tour de Romandie, une pause d'1 mois avant la Mercantour Classique. Ensuite, après la route d'Occitanie, il fait le Tour de République tchèque, donc de nouveau un mois de pause entre route d'Occitanie et République tchèque, et 2 mois et demi de pause entre le Tour de République tchèque et les Tours d'Eman. En même temps, avec une programmation de saison pareille, tu ne pouvais pas avoir des grands résultats non plus. Parce que c'est quand même l'une des pires programmations de saison de l'année, ce qui fait qu'il a seulement 39 jours de course, alors qu'il a commencé le 17 janvier et qu'il a fini le 15 octobre. Donc il a une saison qui est hyper étendue dans le temps, sauf que en termes de résultats, c'était vraiment pas ça, donc bien dommage. Marco Frigo, je trouve qu'on a un peu sous-estimé son Tour d'Italie, parce qu'il y a eu des régis qui certes étaient exceptionnels. Il prend quand même 3 échappées, où il fait 6e à Val d'Isoldo, 5e à Rivoli, 3e à Bergame, donc c'est très bien, surtout que l'étape de Bergame ça roulait fort.
7e également après Dazzo, sur le Tour des Alpes. C'est un coureur qui part beaucoup en échappée. Deuxième partie de saison qui a été un peu moins bonne, quand on regarde les résultats, ça a été plus compliqué pour lui. Mais je trouve que voilà, son mois de mai a été très intéressant. C'est un coureur qui est passé par SEG Racing Academy, donc cette équipe qui était détenue par des agents de coureurs. Ensuite, il est passé par l'Académie d'Israël. C'était sa première année chez les pros. Je trouve que pour une première année chez les pros, c'est vraiment pas mal en 2023 ce qu'il a fait. Il manque juste peut-être un résultat sur les semi-classiques italiennes de fin de saison. Peut-être qu'il était un petit peu fatigué, un petit peu cramasse. Mais j'attends de lui des bons résultats en 2024. Voilà, une belle année 2024 pour un coureur qui avait remporté une étape de la ronde de l'Isard, et une étape du circuit des Ardennes internationales chez les jeunes, deuxième du trophée au Piva également en 2022. Voilà, en termes de résultats, il a eu des très bons résultats. Quatrième du général du Tour de la Vallée d'Aoste également en 2022. Donc j'attends maintenant des résultats en montagne. Et puis c'est un coureur qui a des qualités de puncher. Un petit peu, même si c'est vrai que c'est assez rare aujourd'hui de voir ça pour des grimpeurs physiques un peu à l'ancienne, dans les années fin des années 2000, début des années 2010, un peu un physique à la Andy Schleck, c'est-à-dire très grand et très longiligne. C'est quelque chose qu'on voit de moins en moins dans le cyclisme parce que ce genre de physique-là, c'est pas avantageux. C'est compliqué parce que c'est difficile pour ces coureurs-là de tenir un poids extrêmement léger. Parce qu'on est à la limite de l'anorexie à chaque fois, 88-65 kg, c'est très maigre. Si vous faites ce poids-là dans la vie de tous les jours, c'est pas l'idéal pour ce gabarit-là. Si vous avez mon gabarit, c'est un petit peu mieux. Surtout, c'est un coureur qui est un peu qui est très maigre, et tu es obligé d'être très maigre pour les grands gabarits. Tu peux pas faire plus de 70 kg et être grimpeur en montagne, sinon tu vas avoir des soucis. Et pour un mètre d'un mètre 88, le poids idéal, ça serait 4-5 kg de plus. Sauf qu'à 4-5 kg de plus, tu peux pas être aussi performant en montagne, ou il faut vraiment avoir des qualités physiques au-dessus de la moyenne. Donc on verra ce que ça va donner en 2024 pour Marco Frigo. Pascal Ackermann, pas le même physique, lui c'est un physique à la André Greppel. Pascal Ackermann, 1,80 pour 78 kg. 2 ans de contrat avec Israël, pour moi il est encore capable de gagner des grandes courses. Il est encore capable de gagner des étapes de grand tour, même si c'est vrai que c'est un coureur qu'on a assez peu vu ces derniers temps sur les grands tours. Il a quand même gagné une étape sur le dernier Giro, c'était à Viareggio. Ça fait partie des sprinteurs qui passent pas bien les bosses, Ackermann, mais qui est surpuissant. Ackermann, il est capable de péter un vélo rien qu'avec ses cuisses. Et surtout, il a que 29 ans. Je pensais qu'il était un peu plus âgé que ça. Alors, il aura 30 ans dans 2 jours. Bon. Mais ça reste un coureur qui est assez jeune, qui a encore des choses à montrer et qui, pour moi, peut encore aller chercher des grands résultats, surtout si on lui donne sa chance. C'est un coureur qui n'a fait que 4 grands tours dans sa carrière. On ne l'a jamais vu sur le Tour de France, Ackermann. 2 fois la Vuelta, 2 fois le Giro. Pour moi, il est capable d'aller chercher des grands résultats sur ces courses-là. Mais c'est vrai que du côté de la Bora, comme du côté de chez UAE, on ne lui a pas souvent fait confiance quand même en tant que sprinter numéro 1. Là, chez Israël, ça sera un des leaders de l'équipe. Il remplace Nizzolo. Pour moi, il peut remporter des grands résultats. C'est quand même un sprinter à 40 victoires en carrière. Donc c'est pas anodin à 30 ans. Voilà, un nouveau défi chez Israël. J'espère que ça va bien se passer pour lui, qui avait commencé en 2013 chez Ramnet Rose Team, donc un team allemand bien entendu, où il y avait notamment Emmanuel Bourman qui débutait cette année-là dans cette formation. Bourman qui est aussi passé par la Bora, notamment des coureurs de qualité. Alexander Krieger également était dans cette équipe en 2013, qui n'avait remporté qu'une victoire en République tchèque, mais avec un Theo Reinhardt qui avait pris la 10e place de la Sparkassen Musternand Giro. Theo Reinhardt, j'en ai aucun souvenir de ce coureur-là, qui court toujours dans cette formation. Il n'a jamais quitté cette équipe, en fait. En 2024, il court encore dans cette formation
à 33 ans. C'est assez rare comme ça, des coureurs qui font toute leur carrière dans la même équipe, encore plus en continental. Mais voilà, coureur qui on n'a pas réussi à avoir des grands résultats dans sa carrière. Cette année, il a fait, en 2023, il a fait l'Obsterreich Rundfahrt où il a pris la 3e place à Geinberg, 7e de la route Unschepnis et également abandon sur Paris 3. Voilà. Pas beaucoup de résultats pour ce coureur qui voilà, était passé donc, chez Radnet Team. Et donc en 2015 ou en 2016, cette formation, il y avait Jonas Kor par exemple dans cette équipe. Donc ouais, non, il y a eu pas mal de jeunes coureurs qui sont passés dans cette formation. Mais c'est bien de voir des coureurs qui sont conservés dans ce type d'équipe. Et puis je termine avec Derek Guy. Vu son Giro, vu ce qu'il avait fait aussi sur Paris-Roubaix avant d'avoir un problème de rayon sur sa roue, et j'attends de lui des résultats. C'est vrai que on attend de lui un peu plus de résultats. On attend de lui qu'il prenne des échappées. Super baroudeur. Champion du Canada du contre-la-montre, 10e de la Bruxelles Cycling Classic. Donc encore une fois, 4 deuxième place, je crois me rappeler. 10e du chrono des nations, parce que c'est un très bon rouleur également. Et puis 14e du chrono de l'UAE Tour, c'était le chrono par équipe. Non, c'est un super coureur. Mais là encore, on est dans le même cas que Riley Sheehan. Est-ce que c'est des mecs qui arriveront à poursuivre sur un haut niveau l'année prochaine? Ça, c'est une grande question. On regarde le maillot 2024 de cette équipe, nouveau maillot de Israël. Maillot toujours à base de bleu dans cette formation, avec toujours une manche blanche. C'est un maillot qui me semble assez similaire. Oui, il y a un peu plus de blanc. Voilà, le dégradé bleu, et c'est plus un dégradé maintenant, ce sont des carrés de différentes couleurs de bleu. Donc c'est un petit peu différent au niveau du maillot. Il y a beaucoup moins le rose qu'on avait l'année dernière dans le dégradé. Puis surtout, vous avez cette manche blanche et cette manche bleue, ce qui va permettre de les différencier de Movistar et de Groupama. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Donc un maillot un petit peu différent. Je préférais quand même un petit peu le maillot de l'année dernière au niveau du style, mais celui-là sera un peu plus facile à repérer. Et puis le bleu et le blanc, ce sont les deux couleurs du drapeau israélien aussi. Donc, étant donné que cette équipe est un petit peu le porte-étendard de ce pays, c'est sûr qu'avoir les couleurs de ce pays, c'est un petit peu préférable. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!